Mène une panéliste de renom. Cette semaine, encore et toujours, l'agréable Joanie Riendo. Je dis agréable parce que je connais aucune autre de tes qualités. Oh! Bonjour Joanie, ça va bien? Bonjour Pierre, ça va toujours bien. Je suis toujours contente de passer une journée avec toi. Ben oui, on se prépare pour une belle semaine de chaleur. Oui, c'est super intéressant. On est content, ça fait du bien, ça fait du bien. Malgré que dans la région, ça va pas si bien que ça. Hein, on est en train de perdre vraiment le contrôle. On sait que le docteur Aubin, qui prend la parole de tous les jours, a souvent dit « ça va bien, on contrôle les éclosions, etc. » Mais là, je pense qu'on est en train de perdre le contrôle. Je ne veux pas qu'on en parle trop longtemps parce qu'on en parle tout le temps et on a plein de choses au menu. Mais un petit commentaire là-dessus? Bien, rapidement, quand même, les éclosions de COVID-19 ont commencé à atteindre le haut du lac, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, j'invite toute la population et moi-même de prendre les habitudes de diminuer nos déplacements, puis de mieux planifier, par exemple, nos achats et autres. Continuer à acheter local, mais de plus en plus d'entreprises locales nous offrent la solution en ligne ou encore la commande ou la prise en charge. Donc, repenser notre style de vie, préparer notre temps des fêtes tout de suite, surtout si on fait livrer à des amis, mais apprécier le fait qu'on va prendre du temps en famille dans les prochaines semaines, en famille rapprochée, étant donné le feu de forêt que M. Aubin a décrit. Oui, et faites attention, hein, prenez le temps de bien vous protéger et de protéger les autres. Et ce que je veux dire par là, je parle en ce moment à la petite madame que j'ai croisée ce matin qui portait son masque comme ça. Regardez, c'est pas plus simple. On le monte au-dessus du nez. Wow! Là, ça protège bien. Comme ça, oh, ça protège pas bien. Donc, on le fait. Je sais que je suis un peu infantilisant, mais je pense qu'on est rendu là avec certaines personnes qui ne veulent pas comprendre. Bien, c'est tant qu'à être désagréable, soit désagréable efficace. Oui, c'est ça. Le pire, c'est que c'est autant désagréable de le porter en dessous ou au-dessus du nez. Mais le temps que tu es en interaction avec des gens, mets-le au-dessus du nez, ça va être tout aussi désagréable, mais beaucoup plus efficace. Exactement. Je veux qu'on parle des bonnes nouvelles. On aime ça commencer avec ça. Je veux parler de la poignée de clous. Est-ce que tu sais c'est quoi la poignée de clous? La poignée de clous, c'est tellement un beau projet de Pierre-Yves et de Mathieu, deux comédiens de notre région qui ont commencé des sketchs en ligne, des sketchs professionnels. C'est ça qui est intéressant aussi, qui vont chercher des comédiens de notre territoire et avec une scénarisation de Mélanie Germain, une de nos collègues ici. Mélanie Saint-Germain. Saint-Germain, excusez-moi. Mélanie Saint-Germain. Donc, on parle vraiment d'un projet de qualité avec quelque chose de stimulant qui permet quand même de nous diversifier puis de... Tu sais, on voit des joueurs d'impro, on voit différents acteurs qu'on connaît déjà dans le milieu culturel local, mais là, on a des traces, on a quelque chose qui continue. Moi, j'adore leur projet. Ils m'ont fait sourire une couple de fois. Mais il faut en profiter, hein, parce que là, on est pris à l'intérieur, on est confiné. Donc, sachez en profiter. Moi, je dis souvent aux gens qui n'aiment pas l'hiver, quand tu n'aimes pas l'hiver, souvent c'est parce que tu n'en profites pas. Tu vas jouer dehors, profites-en de la neige, du temps froid. Mais je vous dirais la même chose avec la pandémie. Vous êtes prêts à l'intérieur, donc profitez du temps que vous avez chez vous, avec vos proches. Écoutez des podcasts comme On jase le pays des Bleuets, écoutez nos émissions à la télé communautaire pour apprendre un peu sur... en apprendre, commenter, faire votre avis sur notre réalité, parce que oui, on est dans la COVID, d'accord, mais la planète n'a pas arrêté de tourner. Il y a encore des actualités, il y a encore des nouvelles. C'est le temps d'apprendre, c'est le temps d'avancer vos projets parce que moi, enfin, je vais avoir ma cuisine que ça fait 5 ans que j'attends. Ben oui, puis moi, enfin, je vais pouvoir classer les 5 caisses de trucs personnels que j'ai dans la cave depuis 10 ans que je dis que je vais faire ça. Là. Fait que profitez-en. Donc, la poignée de clous, belle initiative. Bravo aux gens qui font ça. Bon, même si on va avoir des belles températures cette semaine, hein, l'hiver s'en vient, on le sait. Je veux qu'on parle de motoneige et de tourisme hivernal parce qu'on le sait, c'est une grande partie du tourisme venait de l'extérieur, donc l'étranger, les Américains, beaucoup les Européens. On parle de motoneige, mais aussi traîneau à chien, toutes ces activités-là. Est-ce que tu penses que le tourisme intra-régional ou inter-Québec là, va être capable de pallier au manque d'Européens et d'Américains qui vont pouvoir venir profiter de l'hiver ici? On a quand même eu une belle surprise cet été parce qu'on se disait que la saison touristique ne conviendrait pas, mais finalement, les Québécois ont décidé de se promener à travers le Québec au cours de l'été. On n'était pas en zone rouge, on n'était pas dans la même situation de santé publique, mais
au mois de mars dernier, en mars-avril, on a vu une augmentation de l'achat des VTT et des skidoo. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont profiter de notre extérieur, profiter de nos beaux terrains. Donc, tu sais, par exemple, la passerelle du 49e, d'après moi, va être très achalandée cette année. Cependant, mais ça va être avec les clubs de motoneige que ça va être compliqué parce que là, les gens vont pouvoir juste s'en servir comme refuge, là, comme pour aller se réchauffer. Non? Il y a quelque chose de particulier ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que nos clubs de motoneige ne sont pas propriétaires des relais, ou très peu. Donc, c'est tous des propriétaires individuels. Donc, on se retrouve dans une situation où les clubs n'ont pas de contrôle sur qu'est-ce qui se passe dans les relais. Puis les motoneiges ne pourront pas aller en ville pour aller à la station d'essence ou autre. Donc, il faut planifier notre trajet puis notre projet selon les relais qui vont être adaptés avec des stations. Donc, on n'aura pas la même liberté, mais comme n'importe quoi, on est capable de s'adapter. Donc, je sais que les propriétaires de relais motoneige, ils veulent ouvrir, ça va être vraiment pour se réchauffer, avoir puis des petites boissons. Donc, on va avoir le même principe qu'on a présentement avec nos restaurateurs parce qu'ils ont un permis. Tu sais, les relais, c'est des permis de restaurateurs. Tu sais, il ne faut pas oublier ça. Donc, il faut prendre en compte, on a la chance au Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avoir une équipe, des gens très créatifs puis qui veulent s'en sortir. Donc, je suis certaine qu'on va voir des belles solutions qui vont apparaître dans nos relais motoneige. Mais, chers utilisateurs, vous venez de vous acheter un skidoo, vous n'en avez jamais fait, n'oubliez pas de prendre votre carte. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui a un problème dans les clubs. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les sentiers, mais très peu qui payent leur carte. C'est important, on appelle ça de la solidarité. Il y a des gens qui entretiennent ces terrains-là. Hein? Si tu as des sentiers, c'est parce qu'il y a des gens qui les ont fait. La signalisation, les services d'urgence, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte là-dedans. La vie aussi, tu sais, la motoneige, ça devient quand même un style de vie pour plusieurs adeptes. On a la chance, nous autres, dans notre territoire, de dire « Ah, j'ai fini ma journée, j'ai le goût de prendre l'air. Mets ton kit de skidoo, on s'en va, on va prendre une... » L'année passée, c'était on va prendre une bière au relais, on va prendre un café puis on revient. Mais on a la chance de pouvoir vivre ça. On n'a pas besoin de planifier 1 ou 2 semaines d'avance de transporter le skidoo ou autre. On a la chance de pouvoir faire ça. Mais cette chance-là aussi, c'est un privilège qu'on a, mais il y a un devoir aussi qui est d'encourager puis d'aider. Pas d'encourager, mais de participer à la qualité de ce loisir-là qu'on a ici dans la région. Parce que présentement, on a eu des temps froids qui sont arrivés, selon moi, plus tôt que d'habitude, avec de la neige. On va en reperdre dans les prochains jours. Mais on a la chance de pouvoir vivre notre nordicité, un mot très à la mode en tourisme ces temps-ci, mais on a la chance de pouvoir le vivre. Donc, c'est pas gratuit. Non. Puis moi, je vais ajouter une petite affaire. Si c'est la première fois que vous voulez vous adonner à la motoneige, super bonne idée. Mais soyez prudents, suivez les consignes, suivez les indications, parce qu'à chaque année, il y a beaucoup trop d'accidents et la majorité de ces accidents-là sont subis par des gens qui ont peu d'expérience en motoneige. Donc, c'est important de faire attention. Une bonne façon, c'est s'inscrire à un club. Le club va nous guider sur les marches à suivre, sur les bonnes pratiques, parce que ça ne m'étonnerait pas du tout que la Sûreté du Québec soit beaucoup plus présente dans les sentiers cette année. Donc, avoir vos papiers d'immatriculation de votre motoneige, vous assurer d'être légal, votre casque, votre permis, les papiers. Donc, tout ça, c'est pas un fardeau lorsqu'on le connaît. Donc, appelez votre club, soyez membre. La carte n'est pas chère pour toute la qualité des services que vous avez avec, puis que en tant que membre aussi, vous avez le choix. C'est des organismes à but non lucratif, donc vous avez un droit de vote. Puis si tu as les moyens de te payer le motoneige, quand même pas donné, bien souvent tu as les moyens de faire ton sport. Bien, il y a une façon d'être responsable en l'utilisant. Hey, Joanie, as-tu déjeuné ce matin? Non. Non? Oh, ben j'ai de quoi pour toi. Moi, je déjeune tous les matins. J'adore déjeuner avec les enfants. C'est un petit rituel qu'on a ensemble. Mais ma conjointe a plus de difficultés aussi avec les déjeuners. Là, donc, c'est plus difficile de la faire joindre à nous. Mais ça m'amène à parler du Club des petits déjeuners. Oui. Un organisme très important. Maintenant, tous les jeunes ont accès à ces petits déjeuners-là, pas ceux seulement dans le besoin. On distribue 1700 déjeuners chaque jour dans nos écoles. C'est quand même très important. Et je pense que quand tu as le ventre plein, tu es plus apte à être concentré puis à être prêt pour ta journée d'école. Bien, étant donné la pandémie, il y a quand même une augmentation du besoin parce que c'est pas tout le monde qui a été capable d'être financièrement stable ou financièrement efficace, je pourrais dire. Je sais pas quel terme je pourrais utiliser, mais qui ont eu la chance
de pouvoir de pas avoir à stresser pour l'argent. Donc, les déjeuners, ça peut être un peu plus difficile, surtout pour nos jeunes, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Moi, ce que je me dis, c'est oui, il y a une augmentation, mais de l'autre côté, pensez-y lorsque vous allez penser dans le temps des fêtes à un organisme ou autre. Tous nos organismes de denrées alimentaires, ils vont en avoir de besoin. C'est difficile pour eux. La guignolée ne peut pas avoir lieu de la manière dont on la connaît. Il y a plusieurs autres organisations qui offrent des denrées aux personnes dans le besoin. Il va y avoir une augmentation des personnes qui vont avoir besoin des banques alimentaires, tout en ayant une diminution des revenus classiques. Donc, si je peux vous donner une idée, dans votre party de Noël, vous ne savez pas quel cadeau demander? Demandez donc un don à une banque alimentaire ou au club des petits déjeuners afin de les aider à poursuivre leur mission dans ces temps difficiles. Oui, très bonne idée. Autre bonne nouvelle, on a eu le rapport annuel du service des incendies de la MRC, en fait, du secteur. Il y a eu des incendies, oui, mais ce qu'on voit, c'est que la prévention, ça fonctionne parce que sur tous les incendies, même si la cause majeure des incendies partout au Québec, c'est les erreurs humaines, ici, seulement un incendie a été causé par une erreur humaine. Donc, les autres, on pouvait probablement rien faire, le bris électrique, des choses comme ça. Donc, ça démontre que la prévention, ça fonctionne quand on l'applique bien. Il faut savoir que dans ce rapport-là, on n'inclut pas l'énorme feu de forêt de la chute des Passes. Ouais. Puis ceux-là, donc tout ce qui est feu, ils ne sont pas inclus. Okay. C'est un autre... Non, on parle de vraiment... tout ce qui est territoire de la MRC, Maria-Chapdelaine. Donc, on parle du territoire urbain, du territoire avec des adresses civiques. Ouais. Donc, c'est déjà une excellente nouvelle. Nos équipes de pompiers qu'on a ici, même s'ils ont une pénurie de pompiers volontaires, j'envoie un petit clin d'œil si ça vous tente de vous impliquer, parce que c'est quand même le fun. Est-ce que tu es pompier volontaire? Non, je ne peux pas parce que ma situation physique ne me le permet pas. Je suis asthmatique. Ah. Je suis asthmatique, mais je n'ai pas la forme physique pour le faire. Mais ça reste quand même très intéressant. C'est un petit sideline avec la formation. C'est un groupe. C'est le fun. C'est le fun. Pour avoir fait tout le processus, c'est vraiment le fun à faire. Moi, j'ai été un petit peu déçue de ne pas avoir été choisie. Je vais me remettre en forme, puis même si je suis asthmatique, c'est asthmatique et d'autres problèmes. Parce que même si tu es asthmatique, il y a d'autres façons de s'impliquer auprès des pompiers volontaires. Mais c'est quand même super le fun. Il y a quelque chose qu'il faut rentrer dans les données aussi, c'est qu'on est plus souvent à la maison, on a pris plus aussi conscience des dangers, on a le temps de faire plus attention à tout ça, donc il faut en profiter, c'est le temps. Puis on a quand même eu une grosse sensibilisation cette année avec le feu de forêt de la chute des Passes. Clairement. Mais ça m'amène à un autre sujet que je t'ai dit. Oui. La MRC, Maria-Chapdelaine, a fait une annonce assez importante que des villégiateurs de notre région ont demandé. Dans des secteurs comme Saint-Thomas-d'Idyme ou des municipalités qui sont plus au nord, qui sont proches des territoires non organisés, il y a eu une annonce que la MRC Maria-Chapdelaine a refusé de donner des adresses civiques. Pourquoi? Les adresses civiques, à la base, ils ont été demandées pour profiter de services comme Poste Canada, pour que les gens qui sont à leur chalet puissent recevoir de la poste ou autre. Cependant, pourquoi ça a été refusé? C'est que lorsqu'on donne une adresse civique à un individu ou autre, c'est que la MRC reconnaît qu'il doit y offrir d'autres services. Ah oui, c'est ça. Donc, il doit y offrir des coûts supplémentaires. Des coûts supplémentaires, une réorganisation complète des plans d'urbanisme aussi pour la MRC. Donc, c'est pas prévu dans le court et moyen terme. Puis, par exemple, la planification des services incendies, lorsque tu es plus au nord, c'est plus complexe. Donc, donner une adresse civique, c'est donner aussi une garantie de service de la part de la MRC que la MRC ne peut pas garantir à ces nouvelles adresses. Donc, il y a plusieurs façons de voir ça. C'est plate, oui, pour les villégiateurs, mais le but de cette façon-là aussi, c'est que ça reste des villégiateurs. Que ce ne soit pas des résidents permanents qui restent sur le territoire. S'ils veulent l'aide, mais ils ont conscience qu'ils n'ont pas accès à ces services-là. Donc, c'est quand même une réalité que plusieurs de nos concitoyens vont devoir vivre avec. Mais en même temps, c'est aller chercher plus de privilèges qu'on avait avant. Donc, la routine va rester la même. Il y a des façons de s'organiser pour reconnaître des personnes qui, pas dans cette situation-là, mais qui n'ont pas d'adresse civique pour d'autres endroits. Bien, ils ont une entente avec un voisin pour recevoir leur poste. Oui, des choses comme ça. Il y a toujours façon de s'organiser. La majorité des choses qu'on reçoit par la poste aujourd'hui, c'est des factures. Oui, mais avec notre situation présentement, ce qui risque d'arriver, c'est la livraison de produits.
en temps de COVID, là, il y a des gens qui... on a eu une recrudescence des cas à cause que des gens sont allés à la chasse, puis 10 personnes dans un même chalet, puis ils veulent rester, puis ils se disent, tant qu'à être isolé, moi, être isolé dans le bois, ça va être plus confortable. Parfait. Mais lorsque tu sors du bois, tu vas à l'épicerie, tu reviens, ben il y a des gens qui veulent quand même se faire livrer des produits. Donc, si tu n'as pas d'adresse civique... C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc... Tu ne pourras pas recevoir ton Saint-Hubert. Saint-Hubert, ça m'étonnerait parce que Saint-Hubert, déjà, si tu te fais livrer dans un TNO, j'espère que tu laisses un excellent pourboire. Ouais. Déjà à la base, parce que c'est quand même, t'es garanti que c'est plus que 30 minutes. Mais ça m'étonnerait, c'est vraiment plus, par exemple, pour avoir le droit à recevoir ton compte de taxes dans une adresse séparée. Parce qu'il y a quand même des taxes qui sont payées dans ces endroits-là. Toi, tu n'es pas native de la région ici. On est très heureux de t'accueillir. Donc, tu ne connais pas le Festival Western de Dolbeau. Je connais par réputation. Par réputation. Ben, moi, j'ai grandi là. Je me rappelle des semaines extraordinaires quand j'étais jeune. C'était comme un moment dans l'été. Bon, c'est depuis, je pense que la 44e édition, c'est terminé. Même le site a été démantelé. Mais ce qu'on se posait comme question au niveau de la ville, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce site-là? Parce que c'est vraiment... C'est magnifique, c'est grand. C'est très grand, sur le bord de l'eau, etc. On sait qu'on investit 17 500 $ pour voir, pour faire une étude sur voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme nouvelle vocation. On parle beaucoup en ce moment de bâtiments résidentiels, mais j'espère qu'il y aura d'autres vocations que ça aussi là, pour ce terrain-là qui pourrait devenir, je ne sais pas moi, un fantastique parc sur le bord de la rivière. Bien, il y a beaucoup d'acteurs locaux, par exemple la radio ou autres, qui ont fait des mini-sondages maison sur les idées, puis il y en a plusieurs qui sont ressortis. Par exemple, une chose qu'on manque, puis il y a beaucoup, moi je suis propriétaire de 2 chiens, un parc à chiens. Ouais. Ça serait un très bel endroit, l'aménagement serait possible, c'est accessible, ça dérange pas les voisins et c'est un endroit super, splendide, puis qui pourrait vraiment favoriser un type de tourisme aussi. Pourquoi pas un petit camping? Pourquoi pas? Donc, il y a plein d'idées qui viennent de la part des citoyens. Moi, je suis contente qu'ils engagent une firme d'ingénieurs pour rechercher ça parce que, étant donné que pendant plus de 40 ans, il y a eu un festival. Les festivals ils utilisent le territoire tel qu'il est. Puis, s'il bouge, parce que la terre bouge, la forêt s'évolue, tout ce qui est l'eau, parce que c'est à proximité de l'eau, à ce que je sais, tout ça rentre en compte. Donc, si on vient à faire des installations permanentes. La firme d'ingénierie, à ce prix-là, va faire une évaluation vraiment de tout le terrain, des possibilités, mais aussi, on peut avoir plein d'idées, mais ils vont faire une évaluation concrète et objective de qu'est-ce qu'on a comme matériel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas tant qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant. Oui, ils vont le faire, Qu'est-ce qu'il y a? Puis à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bien, c'est qu'est-ce qu'il y a, par exemple, c'est quel type de terre qu'on a. Est-ce que c'est du roc? Est-ce que c'est de l'argile? Parce que tu ne construis pas de la même façon sur du roc que sur de l'argile. Oui, tu peux pas faire... C'est plus difficile de faire un jardin communautaire sur du roc, mettons. Oui, mais c'est aussi très difficile, par exemple, de créer un bâtiment, par exemple, un musée sur de l'argile. Ta maison va bouger. Donc, c'est toutes des choses qui sont à prendre en compte. Les niveaux de l'eau au printemps, parce qu'on en a eu beaucoup dans les 4 dernières années. Oui. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte sur l'évaluation d'un projet potentiel. Moi, j'ai jamais visité le site en personne, puis j'ai le goût une bonne fois d'aller prendre une marche, d'aller voir, parce que je sais qu'il y a des grandes roches en avant, il y a plein de choses qui sont possibles. Les gens, en ayant qu'est-ce qu'on a, une évaluation concrète et objective et scientifique de qu'est-ce que c'est, bien, il va être possible de dire, bon, bien, par exemple, dans cette partie-là, il est possible de construire quelque chose de permanent. Il est possible de, sans mettre en danger la faune et la flore locale, d'installer parce que le système d'eau, le système électrique, le système de câbleau distribution qui sont à prendre en compte aussi, l'asphaltage, les égouts, l'impact sur la faune locale, parce qu'il y a une faune, pareil, on ne se le cachera pas. Le milieu humide, s'assurer que le littoral soit correct avec, comme tu dis, la crue des eaux le printemps. Puis, en ayant tous ces outils-là, si c'est un promoteur privé qui le fait, bien, il ne pourra pas... il va pouvoir se backer, il va pouvoir se protéger en se disant « j'ai une évaluation complète, j'ai quelque chose qui va respecter tous les standards de la ville parce que le terrain appartient encore à la municipalité. Mais un promoteur privé, avec cette étude-là, va pouvoir présenter des projets
concret, intéressant et intelligent face à ces données-là. Il y a aussi que, mais si la ville décide, non, au contraire, on veut le garder encore à vocation municipale, ben, terrain de tennis, ils peuvent placer plein de choses en ayant les données, puis vont être capables de l'évaluer dans le temps. J'espère juste qu'ils vont faire une grosse statue de Wow, la mascotte à l'entrée du secteur. Ben, pour ça, ben non, mais pour se rappeler la vocation historique de ce lieu. Tu sais, ça m'amène à un autre sujet. Nos représentants municipaux, là, ils sont accessibles. Envoie ton idée, envoie-la par courriel. Envoie-la, tu sais, je déroge un petit peu, mais si vous avez une idée pour ce terrain-là, ben c'est le temps d'en parler au conseil municipal. Envoyez un courriel auprès de la municipalité. Au conseil de ville, allez en parler, prenez parole. Oui, prenez parole, parce que pour une fois qu'on se plaint pas, qu'on apporte quelque chose de constructif, profitez-en. Ça va être une belle occasion, ça va être apporter votre eau au moulin, profitez-en. Donc, c'est quelque chose de super constructif, de beau, puis qu'on peut tous participer, comme l'Aquagym. Bien là, on a un autre. On ne sait pas quelle ampleur ça peut avoir, mais c'est tellement une belle opportunité d'avoir un impact positif en tant que citoyen, puis par notre conseil municipal. Oui, très bon, très bien dit, très bien dit, très bien dit. Le BAP a terminé d'écouter les gens qui sont venus parler au BAP. Maintenant, ils vont lire les 2000 quelques mémoires qu'ils ont. Ils ont 2 mois en lien avec le projet de GNL Québec, donc ils ont 2 mois pour remettre un rapport. Gros exercice, on voit qu'il y a beaucoup de... Peu importe la décision, ça ne passera pas comme une lettre à la poste. Là. Non, puis moi, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, il y avait seulement une personne qui s'était montrée pour le projet. Dans le cadre des... Bien, en fait, il y en a eu d'autres. On voit, là, tu sais, Chambre de commerce, tous ceux qui sont en lien avec l'économie sont pour le projet parce que là, eux, ce qu'ils voient, c'est le court terme, donc comment ça va ramener à court terme. Ceux qui sont contre, souvent, c'est des gens qui vont avoir une vision plus à long terme. Donc, moi, du coup, je pense qu'on peut faire cette analyse-là là, quand on regarde là, les gens qui sont venus parler. Là. Mais pour te dire, moi, ce qui m'a fait remarquer, c'est un citoyen qui était pour. D'habitude, c'est tout en organisation quand tu me parles, mais c'est un citoyen de Saint-Louis-Milo qui a présenté selon lui, les impacts dans un mémoire complet. Félicitations, monsieur. C'était très intéressant puis intelligent comment ça a été présenté. Donc, on encourage la participation citoyenne de cette façon-là aussi. C'est nécessaire. Puis en plus, il faut avoir preuve de, peut-être pas de courage, mais de persévérance de le faire lorsque l'ensemble de toutes les autres présentations de mémoire étaient contre. De mémoire citoyenne. Oui. De mémoire citoyenne. Donc ça, c'est déjà quelque chose que je veux souligner. Puis ça amène un point dont j'ai parlé souvent ici. Les gens qui sont contre se sont beaucoup mobilisés. Et les gens qui sont pour, je veux dire, se sont pas zéro mobilisés, en fait. Là, on les a pas vus. On entend des représentants d'organismes parler, souvent en lien avec soit des entreprises ou des regroupements en lien avec l'économie. Là. Mais les citoyens en tant que tels, on n'en a pas eu. Là, c'est un bel exemple. Bien, c'est pour ça que je le souligne. C'est quand même c'est intéressant. Même si je ne partage pas son avis, bien, je respecte toute la démarche qu'il a faite. Oui, c'est important d'être à l'écoute. Puis les gens ont des points de vue différents. Puis la vérité, elle n'est pas polarisée. Là, elle est plutôt grise. Oui. Mais moi, il y a quelque chose qui, au début du processus du BAP, m'a complètement découragée. Avant la présentation des mémoires, il y avait une présentation de la part des grands acteurs, donc du représentant de GNL Québec et de l'autre partie. Donc, il y a plusieurs organismes, donc j'ai appelé l'autre partie. Et il y a le BAP n'avait pas de professionnels pour parler, par exemple, des ententes de l'ONU et à propos des ententes que le Canada a signées en matière d'environnement. C'est GNL Québec qui a expliqué aux gens du BAP c'est quoi ces ententes-là. Oui. Donc, c'est un peu... Ouais. C'est un peu contradictoire que ces personnes-là qui ont un droit de conseil, de recommandation, donc c'est pas eux qui vont prendre la décision, mais qui vont arriver avec une recommandation, qui vont faire une analyse des mémoires, mais qui vont faire une analyse environnementale, parce que c'est ça le but, là. C'est bureau l'audience publique en environnement. D'audience publique en environnement. Donc, oui, il y a une audience, mais il faut quand même avoir un professionnel en arrière qui lit les mémoires pour dire ça a de l'allure, ça n'a pas d'allure. Oui.
Donc, c'est... Ouais, moi, ce que j'ai trouvé dommage dans tout ce processus-là, c'est les élus qui ont déjà un peu fait leur lit là, du côté de GNL, là, autant à la Ville-Saguenay qu'au gouvernement. On s'est avancé beaucoup en disant tout le temps, selon ce que le BAP va dire, mais tu sais, normalement, tu devrais attendre avant de poser une première pierre. Oui, bien, d'un autre côté, oui, je suis déçue, mais j'apprécie que ce ne soit pas hypocrite. Oui, il l'aurait fait de toute façon. Il l'aurait fait de toute façon. Il aurait attendu le BAP puis il aurait dit « je suis pour », même si le BAP aurait dit non. Alors que là, c'est pas hypocrite. Ils l'ont dit qu'ils ont un intérêt. Ouais. Mais quand GNL paye beaucoup déjà de lobbyistes et que Ville-Saguenay paye un lobbyiste en plus, moi, j'ai un peu de problème avec ça. Oui. Je pense pas que c'est le rôle d'une municipalité de payer un lobbyiste pour ce genre de projet-là, quand le projet en a déjà beaucoup. Oui, puis il y a d'autres choses aussi qui rentrent en compte. C'est que moi, j'ai croisé des professionnels qui travaillent avec nos députés. J'ai pas été dans le secteur de Saguenay, mais pour avoir eu dans d'autres mandats, c'est des gens très professionnels qui ont une vue d'ensemble. Nos fonctionnaires, là, c'est pas juste des gens qui remplissent des papiers puis qui suivent une norme. C'est au contraire, c'est des gens qui sont capables de déceler les fausses bonnes idées. C'est ça leur travail, c'est de déceler les fausses bonnes idées. Donc, lorsqu'on arrive déjà avec une influence, avec un préjugé favorable sur un projet, il faut faire attention de rester ouvert aux arguments de l'autre partie. Oui, par exemple, ça peut apporter un développement économique, mais lorsque on enquête seulement sur une partie du projet, donc c'est ça qui est arrivé, ce n'est que le réseau portuaire et non le système de pipeline, ben c'est pas le même impact. Ça, c'est un autre problème. C'est que si on dit oui à l'usine, après ça, on peut plus dire non au tuyau qui va amener le pétrole d'Alberta. C'est pour ça qu'il aurait fallu une étude d'impact globale, selon moi. Tu sais, on dit à court terme, ça va apporter un développement économique pendant la construction, mais il y a une pénurie de travailleurs de la construction. Présentement, il y a une pénurie de travailleurs de la construction. Donc, oui, tu aurais bien beau avoir un projet, mais comment tu peux le faire avancer si tu n'as personne pour le construire parce qu'ils n'ont pas assez de monde en pleine période COVID? Donc, tu sais... Non, mais il y a des bonnes questions qui ont été soulevées lors des audiences, là, vraiment, là, en lien avec l'avenir, en lien avec s'il y avait des problèmes financiers, parce qu'on l'a vu déjà. Rappelle-toi la mine Stornoway dans le coin de Chibougamau, quand on était avant de la construire, tout le monde était tellement enthousiaste. Au bout du compte, ben, on s'aperçoit que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Oui, puis il y a d'autres choses aussi. Tu sais, dans les mémoires, il y en a un qui m'a marqué où un géologue puis un océanographe se sont mis ensemble pour parler des super méthaniers qu'il y aurait dans le fjord. On parle d'un seul méthanier transporterait le gaz pour l'équivalent de la ville de Lyon pour 1 an, en un seul voyage. Il y a un déversement dans le fjord. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de questions. Donc, il y a... Tu sais, c'est jamais possible de faire un choix 100% pour ou contre. Le BAP n'existerait pas, sinon. Non, puis comme je le disais, c'est pas polarisé. Il n'y a aucun des deux camps qui a la vérité totale. Là. Non, jamais. Donc, c'est quand même intéressant. Ça a été lourd quand même. 10 jours de Zoom à coup de 10 minutes, alors que d'habitude, c'est 15 minutes. Mais c'est un projet qui touche tellement les individus qu'ils ont eu énormément de mémoire. Donc, ça a été un autre scandale. Pourquoi vous donnez 10 minutes au lieu de 15 minutes? Ben, c'est pour qu'il y ait le plus de monde possible qui en parle. Hey, merci Joanie. C'est l'heure d'aller à la pause. Oui. On vous revient tout de suite après. À tout de suite. Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification.
Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié famille MC. On est de retour de la pause. J'espère que vous avez eu une belle pause. Vous avez fait un café, ouvert une bière, dépendamment à quelle heure vous écoutez l'émission. Joanie, on va aller à un niveau national et international parce qu'on va parler un peu plus tard des élections américaines, mais on n'est pas rendu là encore. On va revenir un peu sur le COVID. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les mesures. Pourquoi ça c'est fermé? Pourquoi ça c'est ouvert? Pourquoi ça fonctionne, etc. Là, on a des restaurateurs, 2 d'ailleurs à Saguenay, qui ont dit, nous, vendredi, on ouvre. On fait fi des mesures et puis on les défie. Et là, le gouvernement a dit, attention, si vous allez manger dans ces restaurants-là, vous pouvez avoir des amendes jusqu'à 6 000 $. Donc, c'est quoi ce bras de fer-là qui se passe? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas encore ajouter une problématique sur une problématique beaucoup plus grande que ça? Mais en même temps, je comprends tellement les restaurateurs qui n'ont pas d'aide, qui perdent des revenus. Déjà, la vie de restaurateur est extrêmement difficile. C'est des gens de vocation. Je pense que eux et la culture sont vraiment laissés pour compte là, quand c'est pas nécessairement dans les restaurants ou dans les salles de théâtre qu'on allait attraper le virus. Là. Je suis dans le même questionnement. Puis en même temps, je comprends que la santé publique doit mettre des limites. Hein, quand on met une règle, une loi, c'est pas une vérité. Là, c'est où on met la clôture puis savoir qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Là. C'est quoi ta réflexion là-dessus? Bien. J'ai bien aimé la réponse que le propriétaire du restaurant Temaki Chicoutimi a donnée. C'est de la désobéissance civile. Le but ne sera pas de confronter les policiers, ne sera pas de confronter, mais de mettre au jour les difficultés des restaurateurs. Ouais. Donc ça, c'est déjà... J'apprécie beaucoup plus ça, dire comme « moi, j'ouvre coûte que coûte, puis je vais me défendre ». Non, là, c'est « je veux faire réagir la population ». Je veux lever un drapeau rouge pour dire « hey, ça va pas ». Là. Oui, puis là, on voit des gens qui veulent les encourager, donc qui ont réservé pour cette soirée-là. Puis il y a d'autres personnes qui, je trouve ça inutile, ont commencé à insulter les propriétaires de restaurants en leur disant qu'ils sont irresponsables. Bien, c'est dur pour notre économie, c'est dur pour des secteurs qui sont déjà sensibles. Qu'est-ce qu'on vit présentement? Donc, c'est important de lever des drapeaux rouges aussi. C'est important de remettre en question ces situations-là. Pourquoi on a le droit d'aller dans certains centres où on est 20 pour faire un sport, donc on est en action, on sue, mais on n'aurait pas le droit d'être dans une salle à manger où on est assis, on est relax, puis on partage. Donc, il y a des choses qui sont incohérentes dans le cadre. Mais ce qui est plate, c'est qu'à la fois, on veut pas des solutions mur à mur. Donc, qu'on se retrouve comme au printemps, 100% fermé, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, on veut quand même... Mais c'est dur de faire des choix sur qu'est-ce qui fonctionne pas. Oui, parce que là, il y a la santé de personnes en jeu, puis de l'autre côté, il y a la santé mentale de d'autres personnes qui est en jeu. Fait il y a la santé mentale, il y a la santé économique. Puis, tu sais, on a parlé des restaurateurs, mais les centres d'entraînement physique aussi. Non, donc, mais la le santé milieu physique, de la culture... Le milieu de la culture... Ça me touche personnellement. Ça me touche personnellement parce que c'est un milieu que j'ai... On dirait que c'est des milieux qu'on a sacrifiés là, pour mettre des mesures. Tu sais. C'est que dans nos vies sociales aujourd'hui, dans les dernières années, c'est que la culture n'a pas été vue comme quelque chose d'essentiel. La culture a plusieurs formes. Mais c'est essentiel au niveau de l'économie. C'est tellement une grosse partie de notre économie. La culture, c'est créateur d'emplois. Ça fait travailler plein de monde. C'est notre réputation à travers le monde. C'est notre ADN, de la culture. On veut défendre notre culture, c'est le moment de le faire. Puis la culture, tu sais, au Québec, on est reconnu à travers le monde pour notre créativité. Parce que la culture a tellement de facettes. Le Cirque du Québec, le Cirque du Soleil, il y a plein de choses qui font... Il y a une étude qui est sortie là, à date quand même en 1990, mais à l'époque, on était les plus gros producteurs de culture par capita dans le monde. C'est hyper important. Pour se dire qu'une province ait ses propres galas d'artistes. D'habitude, c'est à l'échelle d'un pays, mais là, au Québec, on a les Oliviers, on a la Disque, on a les Gémeaux, les Iris, les prix Iris. On a des galas qui sont expressément pour notre milieu culturel. Ça veut dire à quel point il y a de l'ampleur. Puis, tu sais, dans ces galas-là, c'est pas juste, on serre les mains. Non, il y a
quel produit culturel a été le plus exporté aussi. Tu sais, on a quand même encore des traces, comme par exemple LOL, qui est exporté partout. Un gars, une fille qui se fait encore tourner à travers le monde, le concept. Donc, il y a tellement de choses, notre créativité est reconnue à travers le monde, surtout dans le milieu culturel. Mais pour revenir... Ah oui, parce que là, je m'en allais vers là, mais si tu veux revenir sur les restaurateurs, c'est parfait. Je te donne une minute. Hey, tout qu'un challenge, toi. Pour revenir, c'est que ça n'a pas été considéré comme essentiel, comme la santé mentale n'a pas été considérée comme essentielle dans la gestion de la pandémie. Donc, tout ce qui est confinement qu'on a vécu dans les 6 premiers mois à partir de mars, c'est tout à fait compréhensible. Cependant, ce à quoi on affronte en matière de santé publique, le taux de contagion a dépassé le chiffre de 1. Donc, c'est le RO. Donc, ça veut dire qu'une personne, lorsqu'elle est en contact, l'idéal, c'est quelqu'un qui est en bas de 1. Ça veut dire que lorsque tu es en contact avec une personne malade en contracte une autre. C'est vite, ça. Donc, au début de la pandémie, c'était 2 ou 3. Ça veut dire que lorsque tu es en contact avec 3 personnes sont contactées. Tandis que, donc, le taux de reproduction du virus est assez important. Même que tu sois assis, donc, c'est voir qu'est-ce qu'on priorise. Est-ce qu'on priorise la santé culturelle? Parce que les restaurants, selon moi, font partie du milieu culturel. Parce que c'est un endroit où on goûte des différentes choses, où on discute, où on échange. Donc, c'est un dérivé, c'est un mélange entre le milieu culturel pur qu'on connaît. Puis le milieu culturel est encore plus large parce que moi, j'ai déjà entendu dans mon entourage personnel dire, le milieu culturel va bien, les jeux vidéo, les livres, Netflix, ça va. Mais c'est pas la même chose que quand tu es au théâtre, que tu peux échanger ou que la musique, les concerts, les festivals. Non, ceux qui sont amateurs de culture arrangent leurs frais, puis ça nous fait vraiment de la... Ceux qui en vivent ou qui en vivaient. Puis ça m'amène à parler d'un projet de loi qui a été déposé par Steven Guilbeault sur les géants du web pour les soumettre, en fait, aux lois du CRTC. Mais non, mais je sais que ça sera pas facile, c'est pas évident parce qu'on se bat contre des géants, mais en même temps, il y a plein de pays d'Europe qui ont fait ça. Puis écoute, les Netflix existent encore là, dans ces pays-là. Là. Oui, le problème, c'est que au Canada, on a beaucoup donné de carottes, mais très peu de bâtons. Donc, on vous donne pas de taxes, mais vous êtes obligé de faire des productions. D'investir dans des productions. Comment on a parlé il y a 3 semaines, comment investir, comment on peut mettre un bâton dans ce genre d'entente-là. Donc, oui, on a déjà tout donné. Ouais. Parce que, mais tu sais, pour la musique, pour le... Comment qualifier, comment quantifier ce qui est taxable ou non dans un domaine virtuel? C'est tout qu'un domaine, là. C'est tout qu'un ingénierie à penser. Comme c'est transnational, parce que le web est partout, donc c'est très, très, très complexe. Tu sais, par exemple, là, il y a de plus en plus ceux qui sont amateurs de YouTube ou d'autres, on a des publicités pour ce qu'on appelle des VPN. C'est des outils qui permettent de changer notre adresse IP pour changer de pays. Donc, oui, il faut taper sur les doigts de ces grands fournisseurs, du GAFAM, de tous les autres distributeurs de culture américanisée ou autre, mais on inclut Tout.tv, on inclut Prime, on inclut d'autres choses. Mais il faut quand même trouver une façon de légiférer là-dessus puis de donner un impact parce que c'est quand même... On envoie de l'argent à l'extérieur. On perd de notre pouvoir décisionnel parce que l'argent, c'est de la politique. Donc, on perd de ce pouvoir-là. Cependant, comment on va quantifier ça? Comment, je pense, l'Union européenne est quand même assez bien outillée déjà pour quantifier, ils ont fait des recherches, donc on peut s'appuyer sur ce qu'ils ont déjà fait. Mais nous, on a un autre aspect politique à prendre en compte, c'est que c'est nos voisins directs. Oui, puis on fait 70 de nos échanges économiques avec eux. Donc, on a déjà chialé sur l'imposition d'une taxe sur l'aluminium, et c'est tout à fait légitime, mais eux vont chialer parce qu'on a imposé une taxe sur les produits culturels qui viennent d'eux. Parce que c'est ça quand même, des outils. Donc, c'est toute une relation politique qui est à prendre en compte. Il faut légiférer, il faut prendre en considération. Je pense que l'imposition d'une taxe, c'est le minimum. C'est le minimum. Une surveillance accrue des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Alphabet, donc tout, c'est Alibaba
et honte. Donc, il faut prendre le contrôle qui nous revient sur notre territoire. Il faut aussi s'entendre de manière nationale. C'est pour ça que je suis étonnée qu'à l'ONU, ça ne soit pas parlé, parce qu'il y a un impact important au niveau de la politique internationale. Il faut prendre le contrôle. Il faut reprendre le contrôle sur chacun de nos territoires, mais aussi prendre le contrôle sur ces énormes machines qui sont en train de devenir autonomes par leur propre fonctionnement. Bien, parce qu'ils amènent à ce qu'on n'écoute que ça, fait que ça amène une conformité de pensée aussi qui est pas très bonne en société. Attention, conformité ou extrémisme? Parce que, par exemple, si on parle de Facebook, oui. Facebook, dans nos manières de fonctionner au niveau sociologique, de nos manières d'interagir, je crois qu'on est tous coupables de dire « j'aime pas ce qu'ils pensent, c'est plus dans mes amis ». Donc, on a une impression de conformité, mais parce qu'on se tient seulement avec nos réseaux, qu'on se tient avec... Oui, mais on a bien démontré que quand moins il y a de sources d'informations différentes, plus on écoute la même chose, plus il y a une conformité. Puis la conformité peut devenir de l'extrémisme, mais je pense que ça sera jamais sain que tout le monde pense la culture de la même manière. T'sais. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis, c'est pas pour rien que ces grandes institutions, ces grosses machines, parce que c'est pas une institution selon moi, c'est des machines. Okay? C'est géré. Je te laisse 1 minute pour qu'on ait le temps de parler d'autre chose. C'est une grosse machine. Donc, faut légiférer parce que cette machine-là a tellement un gros impact. Puis, par exemple, Facebook a refusé qu'on utilise le terme médias sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas du contenu média. C'est un réseau qui partage les médias. Mais parce qu'ils partagent, ils n'ont pas de redevance à nos médias, à nous qui font. Donc, c'est tout ce principe-là. C'est une grosse problématique. Donc, il faut institutionnaliser, il faut repérer, mais il faut aussi s'outiller technologiquement pour être capable d'avoir une traçabilité. Il faut s'éduquer pour aussi s'informer correctement. Oui, et je salue le fonctionnement du devoir. Le devoir, comme fonctionnement, lorsque tu as le droit à 4 articles gratuits par mois. Si tu veux écouter un 5e article, regarder un 5e article du devoir sur leur site Internet, tu dois t'abonner. Donc, ça permet de diversifier nos sources d'information, d'aller voir qu'est-ce qui est disponible, des chroniques et autres, mais de ne pas laisser tomber nos médias locaux. Oui. Hey, il nous reste une 15aine de minutes. Je nous lance, là, parce que peut-être qu'on aura d'autres sujets, mais ça se peut qu'on parle juste de ça. Élection américaine. Bon, faut savoir qu'au moment où on enregistre l'émission, il n'y a toujours pas de vainqueur officiel. Maintenant, peut-être quand vous allez l'écouter, ça sera réglé. Pour le moment, ça ne l'est pas. Donc, prenez ça avec un grain de sel. On va tenter d'analyser cette soirée rocambolesque. Bien, ces derniers jours, hein, c'est pas juste la soirée, parce que la soirée telle qu'elle, on a fini tard. Et moi, j'ai été moi, pas trop tard, parce que je savais qu'on n'allait pas avoir les résultats le soir même. Non, étant donné la situation politique et la situation du système d'élection, moi, je suis quand même restée assez tard pour voir comment ça allait évoluer, mais aussi voir le clown en chef, Trump, sa réaction. Et je me suis dit, il vient d'allumer le pire incendie que j'ai vu de ma vie à moi, politique, qui est de dire, j'ai gagné sans que les résultats soient tous 100% sortis. Ouais. Ça, il a allumé un feu quand on sait que la majorité... En fait, on voit ça souvent dans les pays là, totalitaires! Ben oui, où là, on fait comme ce qu'on a vu au Bélarus, où là, on va revendiquer l'élection. Moi, je trouve ça très antidémocratique, ce qu'il a fait d'annoncer ça, et aussi c'est dangereux, de dire, c'est là, il est irresponsable. dans les mesures judiciaires pour faire arrêter de compter des voix. Je trouve ça un peu bébé de sa part. C'est irresponsable. Moi, je pense que dans la vie, il faut savoir perdre avec dignité. Il n'a pas perdu, peut-être qu'il a même gagné, mais je trouve que prendre tous les moyens possibles pour gagner, même quand c'est un peu fallacieux, je trouve ça triste, en fait, pour la démocratie. Je trouve que c'est la démocratie qui perd dans cet exercice-là. Mais la société américaine, présentement, nous donne toute une impression, a tous les déclencheurs pour créer une guerre civile. Je suis extrême dans ma présentation. C'est très polarisé. C'est très entre polarisé. ville, campagne, État du Nord, État du Sud, État de la côte, État du Bible Belt. Bien, parce qu'on a, par exemple, la gestion de la crise, la situation économique et autres. Et moi, j'en ai appris beaucoup pendant la soirée électorale. Par exemple, pourquoi Trump a été élevé au pouvoir? Parce que déjà, tu sais, on est dans la pointe de l'iceberg sur ce qu'on voit depuis plusieurs années. C'est ça que j'ai appris dans la soirée électorale. J'ai trouvé ça très intéressant. Parce que la majorité des votes de Trump, c'est pas pour Trump, c'est contre Biden.
Il y a des gens qui, peu importe, tu mettrais Adolf Hitler sur comme possible pour républicain, ils ont tellement peur de la social-démocratie, du socialisme, qu'ils vont préférer voter pour Adolf Hitler. Mais là, c'est complètement débile, ça, parce que les démocrates sont à droite et les républicains sont encore plus à droite. Il n'y a pas de socialisme aux États-Unis, il n'y a pas de gauche aux États-Unis. Mais présentement, dans le milieu politique américain, il y a plusieurs choses. La politique, là, c'est déjà le système de vote américain, de la manière républicaine tel qu'il est fait. Faut connaître l'histoire des États-Unis pour comprendre comment ils fonctionnent. Puis en le voyant, on se fait il y a quelque chose qui marche pas parce que ça n'est plus à jour. Donc, premièrement, on va se donner un petit cours d'histoire sur le fonctionnement des votes aux États-Unis. Aux États-Unis, au Canada, on vote pour nos députés, puis notre député amène un parti, puis c'est le parti qui est au pouvoir qui choisit son représentant, donc le premier ministre ou le chef de l'opposition. Donc ça, c'est notre fonctionnement. Donc, on a comme un niveau. Le Sénat est élu. Donc ça, c'est ce qu'on a comme fonctionnement au Canada. Donc, c'est ce qu'on appelle... monarchie parlementaire. Merci beaucoup. Monarchie parlementaire. Alors qu'aux États-Unis, une république, on a le Sénat où qu'on a une période de vote. On a le président, donc on vote pour une personne qui est rattachée à un parti, mais on vote pour l'individu. Ça, c'est déjà clair. Mais lorsque le système de vote a été créé, c'est à l'époque où il y avait des chevaux. Donc, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien, les nouvelles ne sortaient pas. Donc, comment ça fonctionnait? C'est que les gens votent pour des grands électeurs. Donc, ils ne votent pas pour Trump ou Biden. Là, maintenant, on sait que c'est ça, mais ils disent démocrate ou républicain. Et il y a une personne de chaque clan, de chaque parti qui est sur leur territoire, qui leur dit, moi, envoyez-moi à Washington, puis je vais dire que je vote pour telle personne. C'est vraiment ça. Je vote pour ça. Donc, à l'époque, ils partaient en cheval, puis ils disaient, je suis le représentant du Parti républicain, j'ai été envoyé par tel territoire de la Pennsylvanie et autres. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'ils appellent ça les grands électeurs. C'est que ces personnes-là étaient envoyées à Washington pour voter. Et quand on gagne un État, on gagne tous les grands électeurs, à l'exception de 2 États. Parce qu'il faut savoir que le système est relativement décentralisé au niveau des États pour la gestion. On le voit, là, le vote postal ne marche pas pareil d'un État à l'autre parce que c'est les États qui décident. Et à ce niveau-là, tu as 2 États qui partagent les grands électeurs. Mais en général, quand tu gagnes un État, tu gagnes l'ensemble des grands électeurs. Donc, on est dans un système qui n'est plus à jour aujourd'hui. Et c'est pour ça que souvent, on a des grands électeurs. Tu sais aussi que ce système-là a été mis en place parce que avant... Si on ne faisait pas ça, ça aurait toujours été les 6 mêmes États qui auraient décidé de qui allait être à la présidence. Et c'est un peu pour rééquilibrer tout ça qu'on a fait ça. Mais avec les nouveaux moyens technologiques, parce que là, présentement, c'est surtout à cause de la COVID qui a donné un prétexte à Trump. Parce qu'au moment où on se parle, Trump a demandé l'arrêt des procédures des comptages de vote dans plusieurs États. Tous les États qui ne sont pas encore calculés. En fait. Tous les États qui ne sont pas encore calculés. Mais il faut savoir aussi que statistiquement, les votes qui viennent par la poste, c'est des démocrates. Donc, c'est complètement stratégique. Il veut le faire arrêter pour ne pas perdre son siège. C'est surtout antidémocrate. C'est complètement antidémocratique et quand même, la Cour suprême des États-Unis a quand même... moi, j'avais peur qu'il soit toujours sur le côté de Trump, mais au contraire, ils ont protégé le droit de la Pennsylvanie, par exemple, de recevoir des votes à compter des votes jusqu'à vendredi 17h. Donc, c'est déjà une bonne chose. Donc, moi, je me dis, il y a bien beau avoir mis des conservateurs en poste, ça ne veut pas dire qu'ils sont pro-Trump. Non, puis moi, il y a tout l'aspect où tu sais, M. Trump a fait un peu un pied de nez autant au niveau de l'information, donc de la qualité de l'information, mais surtout aux institutions. Je pense que John McCain, qui était un vrai républicain, là, tant qu'à moi, excusez-moi l'expression, doit se retourner dans sa tombe parce que là, la force du système américain, c'est le check and balance, donc que le Sénat, la Chambre des représentants et la présidence s'équilibrent. Mais lui, il a fait fi de tout ça, aussi a fait des liens directs avec le judiciaire. Il y a clairement un problème, puis moi, j'aime pas ça. Je trouve pas que c'est ça la démocratie, puis j'espère que c'est la démocratie qui va gagner. Et si M. Trump a gagné parce que les gens votent pour lui, ben tant mieux. Vivons avec ça. Mais si c'est pas le cas, ben il faut le dire aussi, puis il faut le reconnaître. Dans les premiers 6 mois de son premier mandat, là, on parle quand même de début 2017. Là.
il a rencontré Xi Jinping, qui est le président de la Chine. Puis il a dit, puis c'est à ce moment-là que le président de la Chine a eu un mandat de la part du Parti communiste chinois de dire 25 ans. Il dit, moi, j'aimerais ça aussi, ne pas avoir à repasser des élections puis être 100% président. Moi, ça m'a recliqué tout de suite quand j'ai vu les comportements qu'il a envoyés de la part de son équipe. Envoyer une équipe en Pennsylvanie, là où que c'est le plus tendu, là où ses électeurs, on a vu des incidents majeurs et violents. Par exemple, un homme armé qui s'est installé devant les bureaux de vote pour dire « moi, je surveille pour pas que ça soit fraudé ». C'est comment jouer dans la tête des complotistes ou des gens qui sont dans les extrêmes. Donc, on se retrouve vraiment dans une radicalisation où les gens même s'ils croient à la manière démocratique, ils se sont fait mettre dans la tête que le système, parce qu'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'il est contre eux. C'est vraiment ça. Donc, c'est là le danger de la guerre civile. Dire « c'est pas transparent ». Non. Pourquoi le système a été fait? C'est parce qu'il y a des gens qui ont peur de la COVID et ils ont tout aussi le droit de voter. Donc, il faut l'ajuster de cette façon-là. Puis, il faut prendre, avant de se dire « c'est de la merde parce que mon président me le dit », bien, se renseigner comment il fonctionne le vote par correspondance. Ah non, puis... Donc, il y a la peine... Puis, pourquoi il arrête? Tu sais, lorsque les élections, moi, quand j'ai quitté, il y avait 236 grands électeurs pour Biden, 212, 216 pour Trump. Quand j'ai quitté. Donc, c'était à ce moment-là. Mais il n'a pas bien monté depuis, là. Non, il n'y a pas eu d'autres États depuis au moment où on enregistre, il n'a pas beaucoup monté. Puis au moment, avant même qu'on rentre en enregistrement, toi et moi, Joe Biden était à 268, alors que le chiffre magique... 266. 264, il manque. S'il gagne l'Arizona, il remporte là, à 270. Mais ça fait une victoire serrée. Ça démontre le clivage qu'il y a aux États-Unis. Même au Sénat, on est à 48-48. Écoute, ça va être ingérable. Non, ben peu importe pour qui remporte. Ça va être ingérable. Puis j'ai bien aimé ton commentaire avant qu'on rentre en ondes. Il dit, si Trump aurait été au pouvoir, dans le modèle américain, la seule bonne chose, c'est qu'il n'y aurait pas pu se représenter en 2024. Si Trump gagne, ben moi, je pense que s'il perd, on va le revoir dans 4 ans. Là. Il a été trop présent. C'était super intéressant, mais je veux t'arrêter parce que je veux parler encore d'un petit sujet qui est en lien avec les élections américaines. Vous savez, ici, quand on va voter, on vote pour notre candidat, ça finit là. Quand tu vas voter aux États-Unis, tu as une liste de votes. Tu votes pour le chef de police, le chef de pompiers, le commissaire scolaire, les conseillers municipaux. Tu votes pour plein de choses. Une fois. Et aussi, tu votes pour plein de grandes questions en lien avec l'État. Et 2 choses qui sont sorties de ça, parce qu'il y a plein de votes, des fois un peu étranges. Premièrement, il y a au niveau de la reconnaissance faciale, il y a plein d'États qui ont dit non à la reconnaissance faciale parce qu'on considère, on en a peur. Je pense que pour le contrôle policier, pour le profilage, etc. Et aussi l'Oregon. L'Oregon qui a décriminalisé la possession de drogue dure. Il faut comprendre que l'Oregon avait décriminalisé la possession de drogue douce, donc le cannabis, en 1973. Donc, ils sont vraiment sur une autre planète, eux autres. Je veux t'entendre là-dessus. On parle souvent de la Californie qui est très progressiste, mais c'est parce qu'on n'entend pas parler de l'Oregon. Ben, c'est juste au-dessus. On n'entend pas parler de l'Oregon. OK, c'est souvent... Moi, je le connais pas beaucoup. Je te dirais que tu maîtrises beaucoup plus le sujet que moi, mais je trouve que c'est assez progressiste et intéressant. Donc, ils vont au-delà de ma perception, moi, américaine que j'ai. Je trouve ça très intéressant. Il y a deux Amériques. Hein. Il y en a plus que 2. Ben non, il y en a plus que 2, mais on le voit, le clivage est très, très clair entre les progressistes et les plus conservateurs. Ben, il y a quelque chose dans la culture américaine à propos de ça. Progressiste, je mets des guillemets. Progressiste à l'américaine. Oui, c'est ça. Mais il y a quelque chose que ça met aussi en valeur au niveau de la culture américaine. Dans la culture américaine qu'on voit, quand tu rencontres quelqu'un qui est un Américain, entre la place où il a vécu, il a étudié, il finit sa vie, et il change d'état selon sa perception. C'est très intéressant à voir. C'est très intéressant parce qu'il y a quand même une mobilité, mais dépendamment de leur réalité, au lieu de rester sur un territoire puis de le faire progresser ou de donner, ils vont juste changer. Donc, c'est pour ça que sur tous les États américains, il y a beaucoup de mouvements. Les gens vont se promener parce qu'il y a cette possibilité-là, mais c'est aussi parce que ils vont se rapprocher de leurs valeurs personnelles. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on analyse une carte électorale, on peut quand même se douter, étant donné les valeurs qui sont mises
perds le gouvernement en place dans un État. Ouais. Donc, c'est déjà très intéressant à voir. Puis c'est culturel aux États-Unis. Si tu parles à un Américain, il demande où tu es né, où tu as étudié, où tu as travaillé, puis où tu as pris ta retraite, tu vas voir 4 États différents, puis tu vas lui demander pourquoi, puis tu vas voir son évolution politique de cette façon-là. C'est intéressant quand même à étudier. Oui, oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Alors, pour revenir à l'Oregon, les drogues dures, c'est quand même... c'est très progressiste parce que, encore aujourd'hui, tu sais, le combat contre les drogues, ça dure il n'y a pas si longtemps. Parce que, même au début des années 1900, il y avait encore de la cocaïne, de la morphine, il y avait plusieurs... il y avait de l'opium dans des produits pour enfants. 1 minute. Donc, le fait de... Puis ces drogues-là ont été criminalisées parce qu'on n'avait plus le contrôle sur leurs utilisateurs. Donc, on avait une perception de contrainte. On voulait contraindre les personnes qui avaient ce problème-là. Alors que là, maintenant, avec nos connaissances en matière de gestion des dépendances ou autres, ben, au lieu de dire on va les contraindre, on va les mettre en prison, puis on va les obliger. Aujourd'hui, on se dit on va les aider. Ben, on enlève le tabou, on décriminalise. Donc, si tu as eu le problème d'avoir une drogue, en enlevant le dossier criminel, tu peux aller au Canada. Tu peux continuer c'est plus facile de te trouver un emploi parce que tu n'as pas un dossier criminel. Donc, tu lui donnes beaucoup plus d'outils pour s'en sortir parce qu'il y a une recherche en matière de sociologie puis en matière de santé où ils ont mis des rats avec une drogue. Puis, si un rat était tout seul puis il avait juste la drogue, bien, il prenait sa drogue parce que tu as besoin d'un stimuli. Mais lorsque tu mettais le même rat, mais avec d'autres congénères, il va y aller une fois de temps en temps, mais il va avoir beaucoup plus d'interaction avec ses congénères. Donc, il va s'en sortir. Il va s'en sortir, puis il va la prendre vraiment récréative, même si c'est une drogue dure, parce que il y a ses congénères avec lesquels interagir. Donc ça l'a fait, puis ça date pas de très longtemps, mais ça a confirmé une vision de bien des professionnels de la santé qui est, lorsqu'on est entouré, lorsqu'on a un milieu stimulant, t'es moins porté vers des choses qui peuvent nuire à ta santé physique, mentale, psychologique, spirituelle. Parce que la santé, pour revenir à ce qui est arrivé à Québec, parce qu'on n'en a pas parlé, la santé, je comprends pas pourquoi on dit santé mentale. Parce que la santé, c'est tellement de choses. C'est global. Mais là, je dois t'arrêter parce que on manque de temps. Et je dois rappeler aussi que pour les élections américaines, donc continuez à suivre ça. Et on n'en a pas parlé, mais la démographie change énormément aux États-Unis. Donc, à tous les 4 ans, ça risque d'évoluer, en fait, la situation sociale là-bas. Merci, Joanie. C'est très éclairant. Tu es excellente aujourd'hui, contrairement à d'autres fois. C'est pas vrai. Merci à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Passez une bonne semaine. Au revoir.